Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Anne Thor, tout le monde la connaît dans le milieu de la gastronomie. Et je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit « Il faut absolument que tu lui parles ». C'est chose faite aujourd'hui, et j'ai découvert une femme chaleureuse et passionnée qui a su faire sa place dans ce milieu très masculin grâce à un caractère bien trempé et une connaissance sans faille de la cuisine. Anne conçoit des événements culinaires, avec des chefs souvent, mais aussi avec des producteurs, et rien ne lui fait plus plaisir que de les mettre à l'honneur. Alors forcément, quand le confinement est arrivé, d'événements culinaires il ne fut plus question. Mais Anne ne s'est pas démontée et a inventé un nouveau métier pour sauver ses amis producteurs et leurs produits d'exception. Ces jours-ci, elle organise donc un marché des producteurs. Et elle réfléchit déjà à son prochain livre. Car oui, je ne vous l'avais pas dit, mais Anne écrit aussi. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Anne Thor dans Girls in Food. Bonjour Anne Thor. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter ? donc je m'appelle Anne Thor, je fais de l'événementiel dans l'univers de la gastronomie. C'est mon premier métier dans cet univers-là, et puis depuis quelques années j'ai développé ce métier en faisant aussi du conseil, en écrivant des livres, voilà, en cuisinant beaucoup aussi. Je fais un peu tout ce qui m'amuse dans l'univers de la gastronomie, je ne m'interdis rien, je fais plein de choses différentes. Quel programme pour cette interview. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Alors, c'est rigolo, j'ai un modèle familial un peu différent. Ma maman ne cuisinait pas beaucoup. Le dimanche éventuellement, les desserts. J'ai un papa qui cuisinait énormément et duquel je me suis rapprochée très très jeune pour faire le commis, observer, parce qu'il cuisinait, il était très avant-gardiste. D'accord. Moi, j'ai jamais mangé ni bœuf bourguignon, ni blanquette de veau, ni plat traditionnel. Mon père, il était très nouvelle cuisine, service à l'assiette, oui. des choses à une époque où ça se faisait très Ah oui. très peu. Donc la place était importante. Alors, j'ai pas de souvenirs petites. C'est venu plus tard. Enfin, je devais avoir 14-15 ans quand ça l'a démangé. Mais à partir du moment où il a commencé, il a toujours pas arrêté. On a toujours très 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 bien mangé. Alors, je suis particulièrement intéressée de savoir quel était le plat du dimanche chez vous, parce que je me doute que ça va pas être le poulet rôti. Eh bien justement si. Ah. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai des souvenirs. En fait, mon souvenir de plat du dimanche, c'est le poulet rôti de ma maman, des frites, mais des vraies frites Faites maison. faites maison dans la végétaline, je ne sais pas si ce truc existe encore, et une tarte aux pommes. Ça, c'est un plat que maman faisait toujours. Après, papa, il a fait plein de choses, mais comme on mangeait jamais deux fois la même chose parce qu'il faisait plein d'expériences, après les plats du dimanche, j'ai pas un plat traditionnel parce que je pense qu'il nous a fait, on était les cobayes. Et quand il y avait un dîner à la maison, pendant la semaine qui précédait, il essayait sur nous tout ce qu'il allait faire à son dîner. Donc des repas du dimanche traditionnels, à partir du moment où mon père a pris la cuisine en main, j'en ai pas particulièrement. Et toujours dans votre enfance, est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver petite ? Alors, un métier, non. Mais j'ai toujours dit assez rapidement, quand on a commencé à m'en demander ce que j'allais faire, c'était je voulais travailler dans la communication. Donc c'était un grand mot. Mes parents étaient enseignants tous les deux, ça voulait strictement rien dire. Mais j'ai toujours dit je veux travailler dans la communication, sans savoir du tout ce que j'avais envie de faire. Et de fait, j'ai toujours travaillé dans la communication en ayant fait 5 ou 6 métiers différents, mais dans cet univers-là. D'accord, c'était le dénominateur commun. Oui. Et votre tout premier job, qu'est-ce que c'était ? Alors mon premier job, j'avais 20 ans, je faisais un BTS de communication dans lequel je m'ennuyais mais fermement, et ma tante m'avait proposé de faire un stage dans une boîte de production télé. Et au terme de ce stage, j'avais pas encore 20 ans d'ailleurs, ils m'ont dit on t'engage. Je leur ai dit oui mais enfin bon, j'ai pas fini mon BTS, faut que j'aille passer mes épreuves. Et en fait, ils m'ont laissé passer mes épreuves, j'ai eu mon BTS et j'ai signé mon contrat le 1er juin. J'avais eu 20 ans le 23 mai et j'ai commencé à travailler et j'étais assistante dans une boîte de prod télé et j'y suis restée une dizaine d'années. Alors, et comment on passe de la production télé
à la gastronomie? Alors, le chemin a été un peu long. J'ai toujours été passionnée par la cuisine. Donc, je cuisinais, j'étais une de celles qui cuisinait dans ma bande de copains où on mangeait des pâtes, mais moi, je faisais des trucs. Je me suis acheté des livres de cuisine relativement tôt. J'ai fait de la prod télé. Après, je suis partie travailler avec Christine Ockrent pendant 1 an quand elle a monté son journal L'Européen, qui n'a pas beaucoup duré plus qu'1 an. Après, je ne sais plus par quelle opération du Saint-Esprit, je me suis retrouvée dans une agence de pub où c'était pas mon univers non plus. Puis j'ai arrêté de travailler, je suis revenue dans la pub et puis là il y a eu un déclic et j'ai bifurqué vers l'événementiel à ce moment-là. Donc ça c'était il y a une quinzaine d'années. Je me suis occupée de l'événementiel du drugstore. Publicis, du coup. Publicis. Et j'ai intégré l'équipe quelques mois avant la réouverture. Et là, donc, je m'occupais des événements, de tout ce qui était événementiel dans l'établissement. Lieu, du coup, dans le lieu. Donc là, c'était pas du tout lié à la gastronomie. Je passais mon temps à aller voir le gars de la épicerie en disant pourquoi tu rentres pas ce produit, pourquoi il m'envoyait balader en disant chacun son métier. Donc là, ça a commencé un peu à me travailler. Après. Donc là, je suis restée 4 ans. Et puis, l'équipe que j'avais quittée au sein de l'agence pour aller chez Publicis m'a rappelé au bout de 4 ans et demi de drugstore en me disant viens faire un département événementiel dans l'agence. Eux, ils avaient monté une agence de pub indépendante entre-temps. Et donc là, je suis partie faire d'événementiel au début très généraliste. Assez rapidement, je leur ai dit bon, c'est très concurrentiel. Je suis pas sûre que ça m'éclate le plus. En revanche, la gastronomie, il se passe rien et ça m'intéresse. Et c'est là qu'est née Ébullition et l'événementiel dans la gastronomie. Ce qui ne m'empêchait pas de cuisiner tout le temps, même quand je ne travaillais pas dans l'univers de la gastronomie. Du coup, c'était un peu comme créer une petite agence dans une... C'était une petite agence dans une grosse agence. C'était un département qu'on a nommé Ébullition pour bien l'ancrer dans l'événementiel, dans l'univers de la gastronomie. Et on avait des clients, alors on travaillait aussi bien pour les clients de la grosse agence qui s'appelle MC Sachigan que nos propres clients pour lesquels on développait des événements. Mais la clé d'entrée, c'était toujours la gastronomie. Il fallait que ça ait un lien avec la gastronomie, éventuellement l'alcool, mais cet univers-là. Ok. Et comment s'est faite la transition entre Ébullition et votre propre agence ? Est-ce que c'était une envie d'être indépendante une fibre entrepreneuriale ? Qu'est-ce qui s'est... Alors, la fibre entrepreneuriale, c'est très étonnant parce que j'ai toujours été salariée et j'ai toujours dit je ne serai jamais indépendante. Donc j'avais pas du tout, j'avais l'appréhension de me retrouver à mon compte, chez moi. Et en fait, je pense que c'est plusieurs choses. C'est l'envie de faire peut-être des choses qui aient plus de sens pour moi que de travailler pour des grosses marques avec des gros honoraires et qui n'avaient pas forcément de sens. L'impossibilité avec une équipe dans une grosse agence de travailler pour des plus petites marques avec très peu de revenus parce que les petites marques n'avaient pas forcément les moyens de me payer, mais moi on était plusieurs, donc il fallait que je puisse rémunérer les autres. L'envie de faire des choses pour moi, ça a coïncidé avec le premier livre, et puis je me suis dit tiens c'est marrant, j'aurais envie d'en faire d'autres. Voilà, j'avais le sentiment, je disais tout le temps, je fais un peu ce que je veux, parce que c'est vrai qu'ils m'ont laissé énormément d'indépendance, mais en même temps, j'étais pas libre, j'étais salariée d'une entreprise. Fallait rendre des comptes, Fallait que je rende des comptes, alors que ils ont vraiment été cool, parce que je déteste rendre des comptes. Voilà, ils m'ont vraiment laissé faire ce que je voulais. Aussi, un ras-le-bol de gérer des gens. En tout cas sur le long terme. Aussi, ça c'est voilà, j'avais des filles super, enfin j'ai travaillé avec des filles formidables, mais j'ai pas la fibre de la formation, du management. J'adore gérer les gens sur un événement où on est 50, il y a toute une équipe et il y a notamment un événement qui s'appelle la table du comté. On a fait 7 éditions, presque 8 avec une édition un peu particulière omnivore, avec toujours les mêmes personnes, toujours la même équipe, et c'était génial, et on a créé quelque chose parce qu'on est une équipe et que... Mais c'était sur un événement. Mais c'est sur 5 jours. Ouais, alors ça. On travaille en amont, mais ça j'adore. C'est pas du créer quelque en fait. chose et faire en sorte que cet événement il soit aussi lié à la manière dont on le gère. Mais le quotidien, j'adore être toute seule en fait. Je me rends compte que je suis à la fois extrêmement sociable, mais je souffre pas tant du confinement. En fait, ça me dérange pas d'être à la maison toute seule et d'avoir
décider d'être indépendante sans prendre des bureaux en coworking, en étant chez moi, en pouvant passer des journées entières toute seule, ça me dérange absolument pas. Non mais ça c'est intéressant d'être allé au bout de ce constat-là et en fait d'avoir créé quelque chose de sur mesure en fonction aussi de ce qui vous plaisait pas dans votre Oui. ancien job parce que vous auriez pu faire la même chose mais en faisant votre petite agence à vous avec quelques collaborateurs ou voilà mais du coup vous avez préféré garder une forme de liberté. Ouais, et puis je n'envisage absolument pas de faire grandir un Nettor Conseil, que tout d'un coup on se retrouve à trois, de prendre des bureaux. Ce modèle-là que j'ai créé dans lequel je suis depuis 2 ans et demi me va très bien. Je pense que je resterai longtemps. Enfin, l'idée d'engager quelqu'un, même s'il y a eu des périodes de mon indépendance actuelle où j'ai été totalement débordée, où j'ai eu vraiment des moments où même physiquement j'ai eu un moment de petits soucis de santé qui est certainement lié au trop, je resterai comme ça. Ouais. Et puis, ce qui m'intéresse avant tout, ce sont les relations humaines et j'ai pas forcément de déléguer ça. J'ai envie, moi, d'entretenir ça. Après, je gère, j'étale les événements dans le temps. Je me dis à un moment, là, non, en ce moment, je peux pas répondre à cette proposition-là. Je la décale. Enfin, j'arrive à gérer moi pour pas me retrouver embouteillée. Mais ça me va très bien. Mais justement, on va revenir sur votre activité actuelle. Donc votre activité de conseil, mais qui est en fait bien plus que ça. Alors, dites-nous en plus sur à quoi ça ressemble en fait votre quotidien, même si bon l'événementiel on le sait, bon déjà en ce moment c'est un peu particulier, et puis le principe de l'événementiel c'est que c'est jamais 2 fois la même chose. À quoi ça ressemble la vie quotidienne de votre agence Alors la vie quotidienne en ce moment elle est totalement différente évidemment, mais en même temps là depuis le 2e confinement elle est beaucoup plus active qu'au premier. Habituellement moi, j'ai fait des gros événements, c'est-à-dire que ce soit l'atelier Nespresso pendant le CIRA, les chefs font leur cinéma à Cannes, ou la table du comté qui est un restaurant éphémère. Alors les 3, ce sont des principes de restaurants éphémères. C'est à Omnivore, la table du comté. Alors la table du comté, c'est un peu mon événement chouchou. C'est un concept de restaurant éphémère qu'on a créé pour le comté, l'interprofession du comté il y a 8 ans. Et qui est un restaurant éphémère itinérant de ville en ville. Donc on s'installe dans une ville. On fait travailler, généralement, il y a 9 services, donc 9 chefs, voire un peu plus si on fait des 4 mains, et on propose en fait tout un programme. Alors, la base, c'est un restaurant éphémère qu'on installe dans un lieu qui est tout sauf un restaurant, donc on transforme. Et puis 9 services où on accueille du grand public, des gens qui se sont inscrits sur un site internet et qui ont été tirés au sort. Et on les fait, on les immerge dans la filière comté. Donc il y a un chef qui fait un repas, mais les professionnels de la filière sont là pour expliquer comment on fabrique le comté. Et c'est un événement, donc il y a le restaurant éphémère, mais il y a à côté, on va intervenir dans les écoles, dans les lycées, on fait un village comté avec des démonstrations en ville. La dernière édition qui était à Rennes, on a fait des menus comtés dans des bistrots. Ce sont des événements qui nécessitent 3-4 mois de production. Donc, alors ça ne m'empêche pas de faire des choses par ailleurs, mais ce genre d'événement, il faut trouver le lieu, il faut l'aménager, il faut faire des devis, il faut vérifier que l'électricité correspond à ce qu'on va installer, il faut qu'on crée tous les documents de support de communication, il faut que les chefs travaillent sur leur menu. Donc, tous les jours, j'ai des choses liées à la production de ces gros événements. Donc, j'en fais pas 5 par an, parce que c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Ouais. Donc, ça occupe pas mal de mon temps quand je fais ça. Comme on a fait la dernière année, le comté est venu à Omnivore. Moi, je leur ai proposé de faire un livre qu'on va sans doute faire, mais il faut du temps. Et puis je me suis dit, pourquoi pas Omnivore, être partenaire d'Omnivore, puisqu'Omnivore s'ouvre au grand public. Donc, voilà, on a testé dans une période très particulière, parce que 10 jours avant, même eux n'étaient pas sûrs de pouvoir venir. L'inquiétude, Paris, d'ailleurs, je pense qu'à une semaine près, Omnivore n'avait pas lieu, mais voilà, donc, et c'était une expérience un peu éprouvante, parce que jusqu'au dernier moment, on ne savait pas, parce que même la veille, je ne sais plus quel ministre prenait la parole, et on se disait ça peut être annulé. Voilà, donc ça occupe beaucoup. Après, j'ai des missions de conseil qui m'occupent aussi. J'ai travaillé pour les pâtes Garofalo, qui m'ont demandé un événement, et à qui j'ai dit, non, on ne vous connaît pas, donc faire un événement qui touche le plus grand nombre, ça ne marche pas. En revanche, faire un livre pour faire connaître vos produits, et puis un livre pour les ménagères, donc fait par des cuisinières, ça marche mieux.
Et c'est comme ça qu'on a fait La Pasta Allegra, qui est un livre avec Sonia Esgulian et Alessandra Pierini. De recettes. Je connais le livre, mais je connaissais pas son histoire. En fait. Voilà, son histoire, c'était de leur proposer Ils ont été extraordinaires parce qu'ils nous ont laissé faire ce qu'on voulait. La marque est présente, mais pas tant que ça. En fait, moi, je le sais. Ouais, on la voit pas beaucoup. C'est ça, c'était voilà. discret. Mais on sait que c'est eux, et puis on les a beaucoup associés à toute la campagne de communication. Et là, c'est des recettes de cuisinières. C'était très important pour pas faire peur avec des recettes de chef où tout d'un coup, les cuisinières vont se dire, enfin les ménagères vont se dire, ah ben non, c'est trop compliqué. Donc il y a ça, il y a aussi des petits chouchous qui sont Perrine et Étienne Chalère, qui sont un jeune couple qui ont repris... Mes chouchous aussi. Ah ben ouais. Donc eux, ils ont repris l'exploitation des agrumes Bachès, créés par Bénédicte et Michel Bachès il y a très longtemps. Et ils sont formidables. Alors je les adore, ils ont découvert le monde des agrumes, l'entrepreneuriat, la relation avec les chefs, tout ça en même temps. Et puis il y a un peu plus d'1 an et demi, ils m'ont demandé d'organiser un événement avec des chefs, parce qu'en fait, ce sont des gens qu'ils avaient au téléphone qui connaissaient très peu, pour montrer l'exploitation, avec un déjeuner fait par des chefs sur place, et c'était formidable. Cette journée était, c'était il y a un peu plus d'1 an. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est pas vraiment quittés. Et eux, j'ai une mission de conseil, je les ai accompagnés sur l'ouverture au grand public, parce que finalement, c'est des gens qui ne fournissent que les chefs, qui se sont trouvés sans commande, alors heureusement à la fin de la saison, au moment du premier confinement. Qui avaient commencé à faire des paniers. Et là, ils ont fait des paniers, mais un petit peu comme ça, au dernier moment. Et puis, on a tiré les enseignements de ces premiers paniers pour construire une offre avec un système d'abonnement, donc on peut avoir 3 paniers, avec des paniers moins conséquents, avec moins de variétés, plus de produits d'une même variété, des petites fiches qui expliquent, des recettes, voilà. Et donc, j'ai mis une casquette... Des jolies illustrations. Des jolies illustrations. Et là, j'ai mis une casquette communicante, ce qui n'est pas du tout mon truc, mais de faire parler de ce produit-là et de cette offre-là dans les médias, en fait, de faire découvrir. Et heureusement qu'ils ont ça, parce que en ce moment, c'est très compliqué. Oui, avec la fermeture des restaurants. Voilà. Donc, eux, voilà. Et puis, à la période la plus importante de la saison pour eux. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la mission que j'ai avec eux. Après, voilà, plus les projets de livres, là, j'en ai quelques-uns sous le coude. Oui, parce que vous êtes aussi autrice donc, de livres. Vous en avez parlé tout à l'heure en disant que, justement, quand vous avez sorti votre premier livre, vous avez commencé à vous poser la question de prendre votre indépendance, parce que ça vous avait beaucoup plu. Alors, racontez-nous un peu, parlez-nous déjà de ce premier livre sur lequel vous avez travaillé. Le premier livre, c'est assez drôle parce que c'était... Bon, alors jamais j'ai eu la prétention d'écrire. Autrice, je trouve que c'est un grand mot pour ce que je fais, mais en fait, moi, j'ai une passion pour la cuisine. C'est même limite pathologique. Et puis j'ai des lubies, c'est-à-dire que j'ai une obsession de cuisiner un produit, je suis capable de traverser Paris. J'ai une espèce d'obsession, j'adore ça. Et à cette époque-là, j'avais une obsession pour le poulpe. En fait, j'avais jamais cuisiné le poulpe, ça me semblait impossible à cuisiner. Je suis allée dîner au Garde-Temps, donc le restaurant de Pierre Sive, qui m'a fait un poulpe d'anthologie, et le lendemain matin, je suis allée au marché, j'ai acheté un poulpe, je lui ai envoyé un message en disant « j'ai un poulpe, comment je fais ?» Et là, il m'a dit « tu fais rien. » SOS. Voilà, et là, il me dit « tu fais rien, tu le mets au congèle et tu me rappelles demain. » J'ai dit « bon, ok. » Donc là, j'ai compris que ça ne se cuisinait pas comme ça, et puis, je sais pas, à ce moment-là, donc c'était drôle parce que j'ai commencé, d'abord le poulpe, c'est un produit extrêmement photogénique, donc ça m'amusait. C'est vrai. J'ai commencé à faire des recettes avec du poulpe, à en faire, à en refaire. Alors ça, c'était il y a 3 ans. Jusqu'au jour où Sabine Buquet, des éditions de l'Épure, elle me dit « Pourquoi tu fais pas un 10 façons sur le poulpe ? Il n'y en a pas. » Je dis « Parce que je suis pas cuisinière, parce que je sais pas faire, parce que je sais pas écrire une recette. » Enfin, bon, ça me semblait impossible. Et donc là, elle me dit « Fais-le avec un chef. » Manque de peau. Le premier que j'appelle, qui était un copain, me dit « Ça va pas la tête. » C'est Hervé Bourdon, le petit hôtel du Grand Large à Portivy, qui m'a dit « T'es malade, c'est un animal beaucoup trop intelligent pour être cuisiné. » Donc bon, ok, donc j'ai dit à Sabine... Ça commence bien. Voilà, j'ai dit à Sabine, tu vois, c'est un signe, il faut pas le faire. Et puis elle me dit « Si, mais pourquoi tu fais pas 10 chefs, 10 recettes ?» Et là, je me suis dit « Oh oui, tiens, ça c'est rigolo d'appeler les copains chefs. » Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai appelé 10 copains chefs à qui j'ai demandé une recette, qui me l'ont racontée, que j'ai écrite avec la petite anecdote, et je me suis amusée. Je passais mon temps à dire à Sabine, je vais pas y arriver, à lui envoyer mes textes en étant totalement pétrifiée qu'elle m'appelle en me disant que c'était nul, et puis bon, en fait, elle me disait que c'était bien. Donc voilà, donc ça c'était le premier qui a beaucoup marché, je sais pas, le poulpe était très à la mode.
Voilà, donc ça c'est le premier. Le deuxième, c'est parti d'un malentendu, c'est que j'ai une autre passion qui est une passion pour les saucisses. Et je me suis acheté une On dévoile tout dans Girls in Food. Voilà, donc j'ai acheté une embosseuse, il faut être deux, donc mon mari tourne la manivelle, moi j'embosse, c'est n'importe quoi, mais bon, maintenant j'arrive à faire toute seule. Et là j'ai dit à Sabine, je veux faire un diffation sur les saucisses. Elle m'a dit, bah non, il y a déjà quelqu'un qui est en train de l'écrire, t'as qu'à faire le pâté. Bon, voilà, j'ai fait le pâté. J'avoue aujourd'hui que j'ai un attachement à ce livre-là aussi, mais ça s'est fait peut-être un peu vite. J'ai pas forcément une appétence. Je me suis rendu compte que j'ai du mal à faire des choses. J'ai un copain qui m'a dit un jour, autant tu n'es pas habité par le pâté comme tu étais habité par le poulpe. Et il a raison, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je fais jamais de pâté. Enfin, j'en fais de temps en temps, mais de poulpe, j'en faisais tout le temps. Ça avait du sens. Le pâté, pas tant que ça. Et du coup, j'ai eu un sentiment un peu de... J'étais pas super à l'aise avec ce livre-là. Voilà, j'avais pas la même relation avec tous les chefs qui l'ont fait. Il y en a avec qui, desquels j'étais plus proche que d'autres. Bon. Et là, je me suis dit, ben non, en plus, j'avais un sentiment d'usurpation. C'est-à-dire que c'était pas mes recettes, j'en faisais la promotion, mais j'avais pas vraiment envie. Le poulpe, vraiment, je l'ai cuisiné beaucoup, j'ai fait plein de recettes. Aujourd'hui, je pourrais écrire 10 recettes de poulpe. Je m'en sentais pas capable à l'époque. Le pâté, bon. Et puis après, c'est le travail en fait de commande qui finalement vous correspond pas tant que ça. C'est surtout que je n'ai pas envie qu'on puisse imaginer que je me suis servi des recettes des chefs pour faire ma propre promotion. De toute façon, ça a toujours été un peu mon problème. J'ai vachement de mal à dire c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, je sais que maintenant que je suis à mon compte, il faudrait que je le fasse plus souvent, mais ça me vient pas spontanément. Bon, il y a eu beaucoup de presse sur le carpaccio, je n'osais pas la partager. Des fois, je me disais c'est ridicule, donc je trouvais la parade pour mettre les 4 pages dans le Madame Figaro un peu inattendue en disant c'est pas moi sur la couverture, histoire de trouver une pirouette pour pas donner l'impression que je me la pétais parce que j'avais eu 4 pages dans le Figaro, enfin dans le Madame Figaro. Du coup, je ne ferai plus jamais de livre de recettes de chef, ou en tout cas, j'apparaîtrai pas. Si jamais un jour on me demande, j'ai l'opportunité d'écrire, à force de cuisiner, je commence à savoir écrire. Oui, mais je serai nègre. Mais voilà, ce sera plus le même ce concept-là. Ça sera plus la même chose. Voilà. Alors, on va revenir justement sur le carpaccio. Alors, le carpaccio, ça c'est une aventure incroyable parce que le carpaccio... Des recettes qui tranchent. Des recettes qui tranchent. Alors, le carpaccio, ça c'est un vrai... c'est marrant parce que inconsciemment, je pense que c'est un vrai truc d'enfance parce que avec les interviews que j'ai pu avoir sur le carpaccio, j'ai pris conscience que j'ai mangé du poisson cru à une époque où personne n'en mangeait. C'est ça en fait, c'est pas... Voilà, c'est assez récent comme... Ouais, c'est assez récent, mais moi j'en mangeais, j'avais 15 ans, c'est-à-dire il y a 35 ans. Et il y a 35 ans, le carpaccio n'existait pas. Mais mon père, je me souviens qu'il nous faisait alors, à l'époque, il faisait pas autre chose que du saumon ou du thon, mais on mangeait du saumon et du thon cru à la maison. Et je me souviens de copains qui disaient, mais c'est bizarre quand même et tout. Donc ça, c'est un souvenir d'enfance, j'adore ça. Et puis, je sais pas. Alors, je ne sais pas dire qu'est-ce qui fait qu'un jour je me suis mis à en faire, mais j'en ai fait, et refait. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, ça m'amuserait d'en faire un livre, d'expliquer, parce que j'ai appris plein de trucs en les faisant. Est-ce que ça peut faire un peu peur aussi? Enfin, là, ça peut faire un peu peur, le poisson cru, comment on coupe, comment on fait pour cuire entre guillemets le poisson pour que il soit pas totalement cru dans l'assiette. Tout ça, ça m'a amusé. Mais une photo de carpaccio sur un compte Instagram, regardez sur un téléphone, c'est super joli. 30 photos de carpaccio à la queue leu-leu dans un bouquin, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est que écrire des recettes de carpaccio de la même manière, 30 recettes à la queue leu-leu dans un bouquin, ça n'a aucun intérêt parce que c'est beaucoup trop répétitif. Et donc, on en parlait avec Sabine sans trouver. Jusqu'au jour où Sabine me dit, j'ai une idée, on va faire des illustrations. Et là, je lui ai dit, mais génial, très bonne idée, et moi, je ne vais pas écrire la recette. C'est-à-dire qu'en même, plus ou moins en même temps, je lui ai dit, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est un gros bloc au début où je donne les explications pour couper les légumes, le poisson, les fruits, assaisonnés, en fait, avec quelques chapitres. Et puis après, je donne les ingrédients et surtout, comme je ne suis pas chef, moi je suis cuisinière à la maison, alors évidemment je cuisine beaucoup, donc j'apprends, même moi je me vois progresser, mais
je ne veux pas être quelqu'un qui donne des leçons. Je suis pas chef. Donc, je voulais plutôt donner les grandes lignes et que les gens s'approprient et se disent tiens, c'est rigolo, parce que moi j'associe, je mets du sarrasin partout parce que j'adore ça, mais on peut mettre des noisettes, on peut mettre du sésame, on peut mettre plein de trucs, et l'idée c'était plutôt de donner des clés et que les gens se l'approprient. Et puis s'adaptent. Et de ne pas figer quelque chose. Okay. C'est Sabine qui a eu évidemment l'idée de faire travailler Alessia, et Alessia, en fait, elle avait écrit un livre qui s'appelle Les mains à la pâte, et je me souviens que j'avais appris à faire les gnocchis avec elle. Donc, elle avait fait un cours de gnocchi dans la cave de Rapp avec Alessandra. Et du coup, quand elle m'a parlé d'Alessia, donc Alessia Serafini, elle m'a dit, envoie-moi quelques photos, je vais envoyer ça à Alessia, voir si ça l'inspire. Et Alessia, elle a adoré. Et là, ça a été un cadeau, parce qu'en fait, on avait un système, une manière de travailler assez simple. Je lui ai envoyé une photo de mon plat. Je lui envoyais la liste des ingrédients et après, c'était elle qui l'interprétait. Okay. Alors, elle pouvait décider de mettre... C'était pas exactement comme sur la photo. Enfin, voilà, c'était elle qui et en fait, ce qui était génial, c'est que c'était ça qui était intéressant. Ouais. C'est qu'elle partait de ma photo et des ingrédients et puis elle décidait de mettre... je sais pas, elle pouvait mettre en lumière... l'ingrédient le moins important du plat ou une feuille qu'elle trouvait jolie... Elle avait que des couleurs naturelles. Et moi, à chaque fois qu'elle m'envoyait, je trépignais. C'est-à-dire que quand je voyais un mail et que le temps que les photos chargent, je me disais, ça va être un cadeau. Parce qu'à chaque fois, elle avait fait un dessin. Moi, j'adorerais avoir... Alessia, si tu m'écoutes, j'aimerais bien avoir les dessins originaux de mon livre dans mon salon. Mais en fait, voilà, chaque dessin était un cadeau. Et est-ce qu'il y a des projets dont vous avez envie de nous parler des projets, ça peut être éditoriaux ou autres d'ailleurs, même si la période est un peu spéciale. Alors des projets, il y a des projets dont je peux parler, d'autres pas vraiment. Il y a un projet éditorial avec les éditions de l'Épure, qui est le chou de Bruxelles, 10 façons de le préparer. Okay. Comme dirait Sabine, j'aime bien les aliments un peu segmentants, parce que entre le chou de Bruxelles et le poulpe, bon. Oui. Et moi, j'adore le chou de Bruxelles et il est pratiquement terminé. Il aurait pu sortir en ce moment, enfin en octobre 2020, mais avec le Covid, il a été décalé à 2021. Puis il y a d'autres plus gros projets éditoriaux aussi, mais ça date de cette semaine, donc c'est un peu tôt pour en parler. Affaire à suivre. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, là ça y est, je suis à ma place, j'ai trouvé ma voie ? Oui, clairement au drugstore. En fait, j'ai fait des métiers dans la communication. J'avais un truc qui m'intéressait, c'était l'événementiel. Mais parce que l'événementiel, c'était un grand mot, mais en même temps, je passais mon temps à organiser les vacances, les trucs avec les copains. Plus le truc était compliqué, plus ça m'amusait. Et il m'est arrivé un truc très drôle avec quelqu'un qui a aussi été sans doute la personne qui a été ma rencontre décisive, en fait, dans la vie. C'est quelqu'un que j'aimais énormément, qui s'appelle Thierry Delabrosse, qui est décédé depuis. Et en fait, Thierry Delabrosse, c'était le patron du drugstore. En tout cas, c'est lui qui a géré tous les travaux de réouverture, l'aménagement, et qui est resté les quelques mois de l'ouverture. Un jour, l'été de la canicule, donc je ne sais plus lequel c'était, je suis partie en juillet en me disant je vais faire presque 2 mois de vacances, je pars en juillet, puis en août je rentre et il ne se passera pas grand-chose. Donc, c'était un peu limite, mais bon, je l'ai fait. Et en fait, je rentre, il y a un téléphone qui sonnait. Donc j'étais chez Publicis Conseil à l'époque, et puis je décroche, et puis une fille me parle d'une bâche en me disant mais non, mais là, le fichier que vous nous avez envoyé, c'est pas du tout adapté. Et là, on était le 1er août, tout le monde était en vacances, il restait 4 créatifs. Et donc, je vais voir Thierry Delabrosse, et je lui dis, voilà, j'ai eu cet appel. Et je lui dis, bon, j'y comprends rien, votre truc, j'y connais rien, mais je vais vous aider. Et en 15 jours, j'ai appris des milliers de trucs. Et donc là, il m'invite à déjeuner, il me dit, vous faites quoi, vous, dans l'immeuble ? Alors, je lui explique ce que je faisais. Et non, je lui explique pas du tout, d'ailleurs, c'est pas vrai. Je lui dis, je m'ennuie. Enfin, en l'occurrence, je crois que je lui ai dit, je m'emmerde même. Et il me dit, vous voulez faire quoi ? Je lui dis, de l'événementiel. Et là, il me dit, je vous engage. Je lui dis, c'est malin. Il me dit, je vous engage, on va faire de l'événementiel au drugstore et c'est vous qui êtes la patronne de l'événementiel au drugstore. Je lui dis, oui, très bien. C'était un mercredi, je m'en souviens comme si c'était hier. Et puis le vendredi, il y a une fille qui m'appelle et qui me dit, voilà, je suis directrice générale du drugstore, je vais vous faire une proposition de contrat, est-ce qu'on peut se voir ? Et là, j'avais un contrat, responsable d'événementiel du drugstore.
Et là, je me suis dit, je m'éclate en fait. L'événementiel, c'est vraiment mon C'était truc. vraiment ça. Anne, on va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Oui. Première question. Selon vous, est-ce que le fait d'être une femme a eu une incidence sur votre parcours professionnel ? Donc en bien comme en mal, qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que oui, forcément, à un moment, une femme, elle va moins vite qu'un mec. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de truc comme ça où, même si ça peut être un peu insidieux, même si... Moi, je pense que j'ai fait aussi certainement ma place dans certaines entreprises où j'ai été en me comportant comme un mec. En tapant du poing sur la table, en ne me laissant pas faire... Voilà, j'avais cette capacité-là. En même temps, je sais très bien que je me suis fait bouffer parce que j'étais une femme et que de toute façon, je pouvais aller demander une augmentation, plus de considération. J'étais une femme, je l'aurais pas. Ça, je l'ai compris peut-être après, pas dans toutes les boîtes où j'ai été, mais oui, forcément. Et encore récemment. Quand t'es une femme, moi j'ai bossé dans une boîte de mecs. Voilà, et c'est pas pareil. Ouais. T'as pas le même salaire, il y a plein de choses qui... Malheureusement, c'est encore... Et le fait d'être ma propre patronne et de faire comme je veux aujourd'hui, ça me va bien par rapport à ça. Aujourd'hui, justement, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre environnement professionnel ? Oui, j'ai pas le sentiment qu'il y ait plus d'hommes que de femmes, c'est assez égal. C'est assez mixte. Oui, c'est assez mixte. Oui. Après, je fais plein de choses très très différentes, donc forcément... Oui, je pense qu'entre l'édition... Voilà, l'édition... alors c'est pas exactement... Ouais. Non, mais non, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai pas l'impression de travailler dans un univers plus masculin ou plus féminin. Ok. Et plus spécifiquement sur la place des femmes dans le monde de la gastronomie, est-ce que vous avez l'impression que leur situation, la manière dont elles sont considérées, est-ce que les choses avancent de manière positive ? Est-ce qu'on parle de la violence dans la gastronomie ? On parle de tout ça, ouais. Exactement. On parle du fait qu'il y a beaucoup moins de femmes en cuisine que d'hommes, beaucoup moins de femmes qui sont reconnues en tant que chef que d'hommes. Oui, par rapport à ça, il y a de manière générale, malheureusement, j'ai pas l'impression que la cuisine soit plus représentative que plein d'autres secteurs d'activité où il y a moins de femmes à des postes. Voilà. Après, moi, je me suis toujours dit par rapport à tous ces sujets de violence en cuisine, le sujet n'était pas forcément pourquoi il n'y avait pas plus de femmes que d'hommes, il y avait aussi pourquoi il y avait plus de femmes qui abandonnaient et qui n'étaient pas forcément soutenues pour arriver là. Parce que on parle beaucoup de la violence. Alors moi, j'ai travaillé avec beaucoup de chefs. J'ai parfaitement conscience de ce qu'est un service, de ce qu'est la pression et la tension. Et de ce que peut être des moments un peu durs en cuisine, rudes, où évidemment il y a des excès comme dans plein de secteurs d'activité, de la même manière que la misogynie et la pression sur les femmes, elle n'est pas que dans la cuisine. Là on parle de la cuisine, donc voilà. Après, je trouve que ce que je trouve difficile, c'est que on accompagne pas assez. Moi, je pense que les écoles, elles ont beaucoup de questions à se poser sur l'accompagnement. Absolument. Pour moi, quand il y a eu tous ces sujets-là, je me disais, il y a deux choses qui sont importantes. C'est l'école, et comment les écoles accompagnent les jeunes femmes, qui sont pas toutes égales par rapport à la dureté. Ouais. Est-ce que on réfléchit vraiment à quelle jeune femme on va envoyer dans quelle cuisine ? On ne devrait pas avoir à se dire ça. Non, on ne devrait pas, c'est sûr. Mais c'est comme ça. Il y a aussi toute une nouvelle génération de chefs chez qui c'est pas comme ça. Il y a aussi, il faut pas oublier qu'il y a quand même toute une génération de chefs qui a été élevée comme ça depuis toujours. Oui, bien sûr. Voilà, qui reproduisent en fait la manière dont ils sont arrivés. Ils ont été traités. Voilà. Et puis il y a aussi, alors peut-être que je vais choquer, en même temps j'ai jamais mâché mes mots, mais il y a aussi plein de jeunes qui sont arrivés dans les cuisines à 14 ans et que les chefs terminaient d'élever. C'est une réalité. Donc s'ils tombaient pas sur le bon, après ils reproduisent parce que c'est le modèle qu'ils ont eu. Moi, je trouve qu'il manque un accompagnement, mais des femmes comme des hommes, parce qu'on parle des femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont fragiles et qui ont été violentés en cuisine et qui sont victimes de violences. Je pense pour moi, ça commence dès l'apprentissage. Je pense que l'apprentissage, les écoles ont un vrai rôle très, très important pour moi. Et il faut avoir la force de dire, le chef 3 étoiles de cet énorme établissement,
on lui envoie plus de stagiaires. Oui, et je pense quand même le fait qu'il y ait des articles qui sortent dans la presse, même si je pense que les derniers ne mentionnaient pas non plus le nom des... bon, je pense que le milieu peut savoir de qui il s'agit, et je pense que ça peut aussi permettre de faire... mais moi, je suis convaincue qu'il y a certains chefs qui doivent... avoir les pétages, quoi. Ah ouais. Ouais, je pense que la peur change un peu de camp, quelque part. La peur, elle a beaucoup changé de camp. Après, des chefs qui sont pas forcément... Moi, j'en ai eu au téléphone cet été, qui n'étaient pas forcément ni dans cette liste, ni, ni concernés par le sujet, parce que c'est des gens qui se comportent très bien, mais ça les a fait beaucoup réfléchir. Et puis, peut-être aussi que... il y a un côté un peu potache. Je pense que cet été, il y en a beaucoup qui se sont dit « Ah ouais, en fait... quand je dis ça ou quand je mets une main au cul, ouais, c'est pas drôle, en fait, c'est une agression sexuelle. Je pense qu'il y a aussi plein d'hommes qui pensent qu'ils peuvent nous mettre une main au cul et que c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un truc un peu fraternel, faut pas mal le prendre. Bon, bah si, ça ne se fait pas. Non, mais c'est bien de le rappeler. Et en fait, non, on met pas une main au cul, non, c'est une agression. Surtout dans des cas. Et puis dans un contexte professionnel, avec un rôle d'encadrant, non. Bah, c'est aussi le rôle de la formation. Absolument, ouais, exactement. Et d'expliquer à ces jeunes femmes que non, c'est pas parce qu'elles veulent être dans la cuisine qu'elles sont obligées de passer dans la chambre froide ou qu'on leur mette une main dans la culotte et que on parle de leur sein tous les matins quand elles arrivent. Ça, non. C'est bien de le. C'est bien de le rappeler si tant est que les chefs ne soient pas capables de s'en rendre compte tout seuls. Oui. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écouterait et qui souhaiterait entrer dans le milieu de la gastronomie, que ce soit pour faire un peu comme vous, marcher sur vos traces ou de manière générale ? En ce moment... Alors, en ce moment, je dirais que c'est peut-être mieux d'essayer de faire autre chose. Après, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais t'as fait quoi comme études ? Comment on fait ? Il y a une école pour faire de l'événementiel ?» Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'études. Pour moi, d'abord, je pense que ma force, c'est d'avoir fait plein de métiers différents. La pub, la presse, la prod télé, tout ça. Il faut être dégourdi. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait Bac plus 17, être extrêmement intelligent, fait des études absolument incroyables. Brillantes, mais enfin, si on a les deux pieds dans le même sabot, c'est pas possible. Enfin, c'est un vrai truc d'être dégourdi, d'être endurant, de pas être abattu par le stress, parce qu'en fait, l'événementiel, c'est que du stress. C'est que moi, je râle à longueur, à chaque événement, je râle et mon mari me dit vas-y, va bosser à la poste, tu seras peinarde. Et non, je sais que non. Et c'est cette adrénaline-là qui me fait avancer. Et à chaque fois, je dis j'arrête et puis j'y retourne. Donc il faut être dégourdi, et puis après, je sais pas, j'ai tendance à dire, alors c'est formidable, mais c'est tellement compliqué là, en ce moment que j'ai du mal à projeter et à donner des conseils à quelqu'un. Et puis il faut que ce soit une passion, parce qu'il y a un vrai... il y a un truc très rigolo aussi qui se passe depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que les chefs sont devenus des vedettes, et la médiatisation des chefs fait que ça fait rêver plein de gens, et puis... c'est pas la réalité, c'est-à-dire que travailler dans une cuisine, c'est pas top chef, quoi. Non, mais par contre, j'ai l'impression que la médiatisation, le côté positif, c'est que c'était des métiers qui étaient très peu valorisés, y compris pour des gens qui pouvaient être intéressés par ces métiers. C'était vraiment... Et que maintenant, on s'autorise à cette orientation-là, alors qu'il y a quelques années, ça aurait été mal. C'est indéniable, et en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux. Effectivement, aujourd'hui, être chef, c'est pas le truc que tu fais, si t'es moins rien à l'école, tu vas faire de la cuisine. Et je me souviens quand j'ai commencé à faire, depuis que je travaille avec des chefs, je passais mon temps à dire c'est un métier de chien. Et mon mari me disait tout le temps mais tu peux pas dire ça. Puis jusqu'au jour où il y a un chef qui lui a dit non mais tu sais elle a raison. C'est dur, c'est super dur, c'est un métier de passion mais c'est super dur. Mais je pense qu'on peut le faire à long terme et c'est usant, c'est fatigant, c'est alors après. Étonnamment, c'est encore pire quand on cherche la reconnaissance, l'étoile, tout ça. Moi, j'ai des copains qui ont des restos qui n'envisagent absolument pas le côté étoile, être dans tous les guides. Ils s'en foutent, ils ouvrent un resto parce qu'ils ont envie d'un truc convivial où les copains viennent. Et moi, c'est ce qui me plaît. C'est aujourd'hui plus que... Alors après, j'adore aller au restaurant et je vais dans plein de sortes de restaurants, mais... C'est un peu triste, je trouve, des jeunes chefs qui ouvrent un restaurant où on s'installe dans la salle et on a l'impression qu'ils ont coché toutes les cases pour avoir l'étoile. C'est le Graal tout de suite. Pas forcément pour faire plaisir à des clients, pour
tout de suite mettre une pression. Et puis, mais comme il y a des chefs qui, tant qu'ils n'auront pas 1, 2 ou 3 étoiles, n'auront pas l'impression d'avoir accompli quelque chose. Et je trouve ça assez particulier, moi. J'ai toujours tendance à me dire qu'on cuisine pour ses clients et pour faire plaisir à ses clients avant de figurer dans une liste, avoir le grade du Michelin, tout ça. Ouais. Et pour finir sur ce sujet des femmes, est-ce qu'il y a des femmes justement qui ont particulièrement compté dans votre parcours, soit des femmes avec qui vous avez travaillé, ou même des grandes figures inspirantes Alors, non. Ok. Moi, non, mais en fait, ma vie professionnelle a été marquée par des rencontres avec des hommes. Ok. Voilà, il y a eu 3 hommes dans ma vie professionnelle qui ont compté. Donc Thierry Delabrosse, dont on a parlé, Paul Rosenberg, qui était le patron de la boîte de prod où j'ai commencé à travailler quand j'avais 20 ans. Mes parents vivaient à l'étranger et donc il était persuadé que j'étais une petite fille abandonnée. Alors moi je m'éclatais loin de mes parents à Paris, mais donc il avait un rôle très paternaliste avec moi à tel point que quand on s'est mariés, mon mari me disait: tu crois qu'il faut que j'aille demander ta main à Paul? C'était limite, il avait son mot à dire. Après il y a eu Thierry Delabrosse, il y a eu aussi Gilles Masson avec qui j'ai travaillé chez MC Sachigan. Mais non, j'ai pas fait de rencontre de femmes significatives. Après, il se trouve que le premier livre de cuisine de chef que je me sois offert, j'avais 22 ans, donc c'était il y a un moment, c'est un livre de femmes chef, et c'est un livre que j'adore et que je regarde encore beaucoup aujourd'hui, c'est le livre de Olympe Versini, Oui. La cuisine d'Olympe. Et ce livre-là, qui doit dater de 92 ou 94, il a un truc incroyable, c'est que quand on l'ouvre aujourd'hui, il n'a pas vieilli du tout. Ah, super. Et That's powerful, c'est assez rigolo parce que c'est une femme que j'admirais beaucoup. Enfin, c'était mon premier livre. Mon père avait ses livres et je l'ai acheté parce que je les avais vus chez mon père. C'est rigolo parce que depuis, on se suit sur Instagram. À chaque fois qu'elle like un de mes plats, ça me fait toujours, j'ai l'impression que Dieu a liké mon plat. Et voilà, je l'ai rencontré une fois très furtivement, mais c'est vraiment, voilà, on s'est rencontrés, mais je peux pas dire que ce soit on se connaît pas, mais sa cuisine m'a marqué et continue de me marquer puisque Ouais. je regarde. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Et c'est un livre qui est incroyable parce qu'il n'a pas vieilli du tout. On va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, les questions pour mieux vous connaître. Ouais. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent? Ah oui, non, c'est une obsession. C'est un coup de cœur. Alors, ça date de la semaine avant le confinement, donc c'est le drame de ma vie parce que je vais pas à Paris pour acheter à manger. Enfin, je vais pas dans les restaurants, je cuisine. Donc, c'est les sushis de cochon de Brigade du Tigre. Ah. Donc, de Adrien Ferrand. Donc, il le sait très bien hein, parce que je passe mon temps à me. Dès que je vois une photo, je bave devant sur les réseaux sociaux. Ce plat est terrible. Et d'ailleurs, j'en ai goûté. J'ai déjeuné dans le resto le mardi midi et c'était obsessionnel. J'ai goûté ce truc-là, Et le jeudi du confinement. Je me suis dit, premier soir confiné, je veux manger ça. Donc j'en ai commandé. Et donc j'étais chez mon éditrice donc dans le 14e. Je suis arrivée à 18h30, donc j'ai déjà mis 1h30 pour faire le 14e, le 10e. Et puis je suis arrivée chez lui à 18h30, j'ai pris mes petits sushis, j'ai appelé mon mari en me disant je rentre avec des sushis de cochon. Et j'ai passé 3h30 dans ma voiture. C'est-à-dire que je suis arrivée chez moi, il était 22h. J'avais mangé tous les sushis, évidemment, donc il n'y avait plus pour mon mari, qui n'avait rien dîné. Et ce plat est terrible. Voilà, C'est votre obsession du moment. Ah, mais ça fait quand même un mois maintenant que ça dure. S'il y avait un plat qui devait résumer votre enfance? Et la tarte aux pommes Alors, il y en a deux, parce que la tarte aux pommes de ma maman, qui mettait de la gelée de coin, qui faisait sa pâte. Il y avait un goût que j'ai jamais réussi à refaire. Et puis le poisson cru de mon père, parce que je pense que ça a été mon déclic, ça a été mon premier livre toute seule, et je lui dois. Donc voilà. Un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié, à part les sushis de cochon. Alors, je me souviens parfaitement de ce plat. Je pourrais j'y pense tout le temps. C'est les ormeaux de Alexandre Couillon. Il a une manière de cuisiner les ormeaux, on dirait du foie gras. Et d'ailleurs, je pense que c'est la photo postée sur Instagram qui a été le plus commentée par des chefs. Je ne sais plus combien m'ont demandé, mais comment il fait pour que ça ait cette texture-là? On sentait qu'il y avait un truc... Enfin, ça se voyait à la photo que c'était incroyable. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? Alors, il y a un plat que je déteste par-dessus tout, que je déteste, que je le dis, je pense que rien que l'odeur, je pars, c'est la choucroute. Je déteste la choucroute. Et c'est le seul truc
que je n'aime pas. Alors, je suis récemment devenue allergique aux huîtres, donc quand on va au resto, qu'on me demande s'il y a des intolérances, je dis toujours les huîtres et la choucroute, ce qui dans un gastro fait toujours plus rire le maître d'hôtel qu'autre chose. Mais la choucroute, c'est un truc, c'est tout. C'est d'abord, les autres aliments ont tous le goût du chou, le truc bouilli, enfin je sais pas, je déteste ça. Et d'ailleurs, les gens chez qui je suis invitée à dîner, je connais pas, je le dis, parce que c'est mon On n'est angoisse. jamais à l'abri d'une choucroute. Ah bah oui, c'est facile, les nanas qui cuisinent pas, qui achètent une choucroute parce que c'est le dernier moment, ça, quand il y a un potentiel, je préviens tout de suite, parce que je suis capable de passer vraiment une très mauvaise soirée, parce qu'en plus l'odeur m'indispose. Donc, Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine? Ah oui, le sarrasin. Sous toutes ses formes, grillé, torréfié, sobacha, cuit, enfin j'adore ça. Quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le temps à la maison? Alors, j'ai pas de recette fétiche, il y a un truc que j'adore et qui en fait a l'air super compliqué, mais j'ai une recette extraordinaire d'un camarade que je vais citer qui s'appelle Arthur Lequesne, qui a écrit un livre qui s'appelle La cuisine, c'est aussi de la chimie. Et dans ce livre, il y a la recette inratable du soufflé au comté, avec une petite astuce qui fait que ce soufflé-là est complètement dingue. Vous m'intriguez là. Ah ouais. Faut que j'aille vite la voir. Ah oui. C'est cette recette, et alors c'est drôle parce que je l'ai envoyé à 5 ans. À chaque fois que je le fais, comme il est réussi, j'ai jamais raté. C'est votre best-seller. C'est un peu le best-seller, mais sauf que la recette est absolument pas de moi, et à chaque fois j'ai dû le citer 50 000 fois. Cette recette-là, elle est dingue. Donc je la fais très régulièrement. Et vous qui passez beaucoup de temps dans votre cuisine, quelle est la bande-son qui passe? Est-ce que vous écoutez de la musique? Vous écoutez la radio? Alors, j'écoute des podcasts. Ouais. Et alors, j'ai un truc terrible, inavouable, que je vais donc avouer, c'est que je n'ai pas la télé, je ne la regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Et je suis incapable de rester assise devant la télé à regarder quelque chose, même une série, ça m'emmerde. En fait, il faut que je fasse autre chose. Et donc, je fais un truc complètement débile, c'est que souvent, je pose mon ordinateur dans la cuisine et je regarde une série à laquelle je ne comprends rien parce que je ne la regarde pas. C'est ridicule. Mais donc des fois, il m'arrive de remettre 3 fois le truc en arrière ou tout d'un coup d'en être au 2e épisode, me dire mais de quoi il parle parce que j'ai pas bien regardé la fin du premier. Voilà, je sais, c'est complètement idiot, mais et ma fille me dit des fois, elle me dit tu devrais regarder cette série. De temps en temps, je l'appelle, elle me dit mais maman, t'as pas regardé? Je dis en fait j'ai raté un truc, oui. Donc voilà, je fais ça des fois en cuisinant. Enfin, surtout quand je me lance dans des trucs qui mettent des heures. Je suis capable de passer 5 heures d'affilée dans ma cuisine sans bouger. Donc de me faire 5 épisodes auxquels je ne comprends pas. Rien. Et quel serait le resto de votre vie? Ah bah alors ça c'est les Arlo Billy. Voilà, ça représente pour moi tout ce que doit être le restaurant. C'est bon, c'est sympathique. À chaque fois que j'y vais, je retrouve des gens que je connais ou je repars en ayant rencontré des gens. Thomas Brachet et Tristan Renou, et non pour moi, le truc le plus important dans un restaurant, c'est la notion d'aubergiste. J'adore aller là-bas. J'adore être... Je sais pas, ça me réconforte. Et pendant tout le premier confinement, je pense que tous les jours, je disais à mon mari, les Arlos me manquent. Alors, quand je dis les Arlos, c'est que j'ai d'abord été beaucoup aux Arlos, maintenant je vais chez Billy. Je vais surtout voir Thomas et Tristan. Je sais que je vais. C'est l'hospitalité, c'est la cuisine que j'aime. Je sais que tout est bon, que ça va être bien. Je sais qu'il n'y a que des choses bonnes à boire, qu'il y aura une bonne ambiance, quoi qu'il arrive, quel que soit le moment, quel que soit le contexte. C'est un endroit qui me réconforte. Il y a une époque, j'étais tellement tout le temps fourrée aux Arlos que quand j'allais dans un autre resto, le chef me disait t'es beau aux Arlos, toi. Donc c'est vraiment voilà. C'est pour moi, c'est au-delà d'être un endroit que j'aime, c'est ce que doit être le restaurant. Un resto que vous donneriez cher pour découvrir? Eh ben oui, il y en a un où je ne suis jamais allée et je rêve d'aller un jour, c'est chez les Trois Gros. Ah. J'ai un papa qui a dû faire tous les 3 étoiles de France plusieurs fois, parce que bon, il a bientôt 80 ans, donc forcément il y retourne. Et c'est son meilleur souvenir, et moi j'y suis jamais allée. Comment ça se fait ça? Et ben voilà. Bon, l'occasion ne s'est pas présentée. Non, voilà, l'occasion ne s'est pas présentée, mais un jour j'irai. Dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode? Laetitia Wyss. Ah, Laetitia Wyss. Très bon choix. Ouais. Laetitia, je l'ai connue aux Arlos. Voilà, elle était dans la cuisine et moi j'aimais bien me mettre dans la table qui était... Enfin, j'avais ma table, c'était la table qui était juste à côté de la cuisine.
Et donc j'écoutais les petits plats de Laetitia. Et puis voilà, ensuite, depuis longtemps, là je rêve que d'une chose, c'est d'aller À Marseille. à la femme du boucher Ouais. à Marseille. Voilà, je trouve ça génial. Son livre sur les couilles, il me fait hurler de rire. Enfin voilà, non, puis j'aime beaucoup Laetitia. Voilà, et je trouve qu'elle a plein de choses à dire et j'adorerais qu'elle soit une prochaine Invité. invitée. Merci beaucoup Anne-Thor. Merci, À bientôt. à bientôt. Un grand merci à Anne-Thor pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.